Alors, tout à l'heure, il y avait 11, maintenant, il n'y a que 5. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, donc, le cours d'aujourd'hui, normalement, ça concerne les arbres de décision. Il s'agit d'un... Les arbres de décision peuvent être utilisés soit dans la classification, bien dans la régression. En particulier, dans cette partie du cours, nous allons nous intéresser au problème de classification. Alors, comme nous l'avons déjà présenté, bien sûr, dans les algorithmes de machine learning, il y a des problèmes ou bien des techniques pour faire la régression, il y a des techniques pour faire la classification, il y a des techniques pour faire le clustering. Alors, dans la classification, et après avoir présenté les réseaux de neurones et bien sûr la logistique regression, aujourd'hui, nous allons essayer de présenter les arbres de décision. Bien sûr, je rappelle que l'apprentissage supervisé pour en fait, le connaître, c'est-à-dire connaître qu'il s'agit d'un problème supervisé, il faut se baser sur la partie de features, d'accord? Donc, si la partie de features, plutôt d'output est présente, si la variable target ou bien l'output est présente, à ce moment-là, il s'agit de l'apprentissage supervisé. Alors, par contre, après avoir identifié qu'il s'agit d'un apprentissage supervisé, est-ce qu'il s'agit de la régression ou bien de la classification? Donc, pour répondre à cette question-là, on a déjà vu que la nature de la variable dépendante, c'est-à-dire Y ou bien l'output, c'est elle qui va nous permettre de distinguer entre la régression et la classification. Et ce, bien sûr, selon la nature de la variable dépendante, à savoir Y. Donc, si la variable dépendante est continue, par exemple, pour ce type d'exemple, il s'agit de la régression. Si la variable dépendante est catégoriale, donc il s'agit bien de la classification. Alors, une fois dire la classification, on peut avoir la classification binaire, c'est-à-dire, par exemple, pour ce cas, dans l'output, il y a deux valeurs possibles, soit par exemple ce chat ou bien ce deuxième chat, c'est sauvage ou bien domestique. Ou bien, donc ça c'est la classification binaire, ou bien multiclass classification. À ce moment-là, on a plusieurs labels qui peuvent être présentes, ou bien présents dans l'output. Alors, maintenant pour l'arbre de décision, il s'agit d'un algorithme pour faire la classification. Il est simple à comprendre, d'accord, et à interpréter. Alors, l'arbre de décision a une forme d'organigramme, simple à comprendre et à interpréter par les non-informaticiens. Au contraire d'un modèle réseau de neurones, donc certainement si quelqu'un voit un réseau de neurones, il n'arrive pas à l'interpréter ou bien à le comprendre. Au contraire d'un arbre de décision qui est simple à comprendre et interpréter. Donc cette forme, elle peut être utilisée, c'est-à-dire l'arbre de décision, elle peut être utilisée pour la prise de décision. Donc, les arbres de décision, ils sont utilisés soit pour faire la régression, à ce moment-là, on peut parler des décisions tree regression, ou bien les arbres de décision pour la classification. Et comme j'avais précisé au début que nous allons utiliser les arbres de décision pour la classification parce que cette partie-là, normalement, c'est simple à comprendre, au contraire de celle que pour faire la régression. Alors, si un attribut crucial donc n'est pas présenté dans notre dataset, on ne pourra pas trouver l'arbre de décision qui apprenne les exemples correctement. Donc, il faut faire attention pendant la préparation de données, il faut mettre en œuvre les attributs importants. Et une fois identifié notre arbre, donc le cheminement d'un individu dans l'arbre permet de le classer et d'aboutir à une décision. Comme le cas ici, par exemple, pour ce dataset, nous l'avons déjà utilisé dans la régression logistique. Et nous l'avons normalement, je l'avais déjà demandé de le rendre sous forme de devoir à rendre. D'accord? Donc, ce dataset-là, il y a des attributs, d'accord? Il y a soit il est diabétique ou bien non. Donc, comment mettre en place un arbre de décision qui va avoir ceci? C'est-à-dire,
Par exemple, comment interpréter déjà ce modèle? Supposons que nous allons dire que nous voulons, supposons qu'on ne connaît pas cette valeur, d'accord? C'est-à-dire, c'est à prévoir. Supposons que cet enregistrement-là, c'est un enregistrement pour faire le test. Vous voyez, une fois faire le test, soit je trouve le bon résultat, ou bien je trouve le mauvais résultat. Si je trouve le mauvais résultat, c'est-à-dire je vais faire une prédiction de 0 à la place de 1, sachant que la réalité ici, c'est 1. Et si je trouve le bon résultat, alors ça va coller. Donc, je vais trouver aussi 1 dans la prédiction. Donc, on va tester. Avec ce modèle-là, on va essayer de classifier cet enregistrement qui est 4. L'enregistrement 4, on va le classer pour trouver finalement est-ce qu'il est diabétique, oui ou non. Sachant que en réalité, il est diabétique, mais on va le tester par le biais de modèles. Alors, la première question qu'il faut poser, par exemple, supposons le médecin ici, le patient, il a la feuille d'analyse et il va la lire pour finalement arriver au résultat qui dit est-ce que c'est diabétique ou non. Comment la lire? Donc, selon Concy, il a un questionnaire. La première question, c'est la valeur de glucose du patient, c'est combien? C'est ça la première question qu'il faut poser. Il ne faut pas poser les questions n'importe comment. Donc, le médecin va aller directement dans l'information glucose pour la consulter. Donc, glucose, elle est où? C'est ici. Donc, c'est ça la première question. Il ne va pas poser la question, c'est quoi le pregnan 6, d'accord? Par contre, il va poser la question, c'est quoi la quantité de glucose dans le sang? Donc, il va trouver 137. Il va dire, est-ce que 137, est-ce qu'elle est supérieure ou bien inférieure? Parce que la question, c'est est-ce que le glucose est inférieur ou égal à un seuil 127,5? C'est 137. C'est-à-dire, c'est non. La réponse, elle n'est pas inférieure. Donc, il va aller dans false. C'est-à-dire, pour prendre la décision, maintenant, le candidat, il va appartenir à cette partie-là de décision. Il a déjà discriminé cette partie. C'est pour cela que nous allons comprendre par la suite que les arbres de décision est un algorithme qui se base sur la discrimination, d'accord, d'un ensemble de possibilités. Alors ici, nous sommes là. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi la valeur de BMI? D'accord, la valeur de BMI, donc il va aller où le BMI? Il va aller ici. Donc il va trouver 43,1. Et ici, normalement, BMI, est-ce que le BMI est inférieur ou égal à 28? Donc toujours, je vais prendre le false qui est à droite. Donc, est-ce qu'il est supérieur ou bien inférieur? Il n'est pas inférieur, donc c'est false. Je vais aller ici. D'accord, je vais aller dans ce sens-là. Donc, la prochaine question, il va encore trouver une question, c'est quoi exactement le glucose? Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 128,5? 158 plutôt, 5? Oui, il est inférieur. Donc, il va aller ici. D'accord? Et il va trouver que la classe est 1. D'accord? C'est-à-dire, il va dire que ce monsieur, il est atteint de la... C'est-à-dire, ça, elle représente, parce que c'est le dernier nœud. Il représente la feuille. D'accord? Ça, c'est la feuille. Et les feuilles dans les arbres à décision, ils représentent quoi? Ils représentent normalement la décision. Certainement, vous allez dire, mais dans le cas false ou bien true, c'est la même classe, mais ceci parce que nous n'avons pas encore développé, d'accord? Nous n'avons pas encore développé. Et une fois commencé à voir les arbres à décision, c'est-à-dire nous allons construire notre propre arbre à décision à l'aide des calculs mathématiques, à ce moment-là, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement ça. Le plus important maintenant, c'est de savoir descendre dans l'arbre pour atteindre la décision. Et descendre dans l'arbre en répondant à des questions. Et les questions se trouvent dans les nœuds. Quelle est la valeur du glucose? Est-ce qu'elle est inférieure, supérieure? Inférieure, je vais aller ici.
supérieur, je vais aller dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour cela, vous allez voir le cheminement d'un individu dans l'arbre permet de le classer et d'aboutir à une décision. Donc, c'était ça ce que j'étais en train de dire. Le cheminement de l'individu, c'était quoi? Le cheminement, c'était ça, tout simplement. Alors, c'était ça. À partir de là, il va aller ici, d'accord? Et il va aller dans ce sens-là. C'est ça le cheminement. Et ça, c'est la décision. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Monsieur Nagy, juste par Oui, rapport aux valeurs comparatives, vous les, oui. vous les avez pris où? Parce qu'on ne les voit pas sur le tableau. Donc, Ici, exactement, le 127, puis le 28, oui, puis le ça, 127. c'est une question centrale. Ça, c'est une question profonde qui dit comment, d'accord? Comment choisir les seuils, d'accord? Alors, pour me comprendre correctement, je vais te dire quelles sont les étapes. Les étapes déjà, parce qu'il s'agit ici, si tu remarques, la nature des attributs, elles sont numériques. D'accord? Numériques. Donc ici, c'est difficile, pour le moment, difficile de comprendre comment ça se fait. Ça se fait. Parce que certainement, cette question-là, on va répondre à cette question. D'accord? On va répondre à cette question. Mais même si je vais expliquer l'explication, ça va prendre beaucoup de temps. Et on risque de ne pas bien comprendre. Pourquoi? Parce que les attributs sont numériques. Alors, nous, toujours notre manière, ou bien ma manière de faire, déjà de présenter les choses qui sont simples. C'est-à-dire, on va présenter un arbre de décision en utilisant les libraries. Donc, ces questions, comment choisir le seuil, d'accord, le seuil, la réponse se trouve dans l'algorithme lui-même, c'est-à-dire c'est une boîte noire jusqu'à maintenant pour nous. D'accord? On ne comprend pas. D'accord? Une boîte noire. Alors, ça, nous sommes là maintenant. Ça, c'est la première étape. Utiliser les arbres à décision en utilisant la librairie. La deuxième étape, c'est découvrir la partie mathématique. Mathématique pour construire un arbre de décision tree. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Mais cette partie-là, elle concerne plus les attributs, pour simplifier encore, les attributs catégoriels. Catégoriels, c'est-à-dire non numériques. Tu vois? Une fois comprendre ça, parce que ça, c'est simple à comprendre, soi-disant avec la partie mathématique. Une fois comprendre ça, à ce moment-là, on va aller dans la troisième partie qui est comment construire un arbre de décision qui a des attributs numériques. Alors, tu peux même le remarquer dans le plan. D'accord? Regarde ici. Part 1, c'est en utilisant des bibliothèques. Part 2, voilà qu'est-ce qu'on va faire dans la deuxième partie. C'est un rappel de la première partie, d'accord? Alors là, on va entrer dans comment se fait le calcul. Ça, c'est la deuxième partie. Comment se fait le calcul? Il y a plusieurs techniques. Nous allons utiliser cette technique-là. D'accord? Pour faire la classification et pour les attributs nominaux. Pourquoi? Pour simplifier le calcul. Alors, on va suivre un ensemble d'étapes. Voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça veut dire, et ainsi de suite, jusqu'à commencer à calculer les nœuds. Mais les nœuds sont nominaux. Et ainsi de suite. D'accord? Voilà l'algorithme, et ainsi de suite. Il y a un ensemble de choses. Ça, c'est la deuxième partie. Regarde, c'est la partie mathématique. On va la découvrir au bon moment. Alors, ça, et la troisième partie, regarde.
les arbres de décision pour les attributs numériques. Tu vois ta question, elle est où? Elle est ici. Mais je peux pas, si je vais répondre à cette question-là, je dois déjà, c'est-à-dire expliquer un ensemble de concepts. Mais c'est une bonne question, normalement. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, merci. Très bien. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir juste, nous sommes en train de montrer c'est quoi un arbre de décision, indépendamment c'est quoi ça. D'accord? C'est vrai, ça c'est une très bonne question. Par contre, ça va venir dans le 3e niveau. Alors, maintenant, on va encore découvrir les éléments, d'accord, dans notre arbre de décision, après avoir, parce que dans un premier temps, juste comment faire face à un arbre de décision, comment classer un nouveau individu, c'est ça. Pour le classer, il faut répondre à des questions. Ça, c'est le premier concept à retenir. Comment classer un nouveau individu à l'aide d'un arbre de décision. 1, 2, 3. D'accord? Ça, c'est bien. Maintenant, quels sont les éléments d'un arbre de décision? D'accord? Donc, le nœud le plus haut représente la racine de l'arbre. Un arbre, elle a une racine. Donc, ça, c'est la racine de l'arbre. Vous allez le comprendre, c'est simple. Chaque nœud interne, soit celui-là, c'est interne, celui-là, c'est interne, celui-là, c'est interne, celui-là, c'est interne, d'accord? Il représente quoi? Il représente des attributs et des questions par rapport à l'attribut lui-même. La branche représente une règle de décision, c'est-à-dire une règle. Je vais revenir ici parce que c'est plus clair. C'est quoi la règle ici? Parce que la règle en français, eh bien, si vous voulez dire, la règle, c'est quoi? On le fait toujours en programmation. Si conditions, d'accord? Alors, décision. C'est ça une règle. Ça, c'est règle 1. R1, d'accord? La règle 1, c'est condition 1, alors décision 1. Règle 2, c'est condition 2, alors décision 2. D'accord? Mais je peux trouver des règles sous la forme suivante. C'est condition 1 et condition 2. D'accord? Alors décision 1. Sinon, je peux trouver encore si condition, je peux dire si condition 3, d'accord? Ou bien je recommence, si condition 1 et condition 2 et condition 3, alors décision 1. Alors, comment déjà faire l'équivalence dans notre schéma ici? Alors, la première règle, ça c'est une décision. Mais la règle, c'est quoi? Si glucose est supérieur à 127,5 et BME est supérieur à 28,15 et glucose est inférieur ou égal à 158,5, alors, c'est ça alors. Vous voyez, parce que dans la feuille, vous êtes dans la feuille. Alors, diabétique, ou bien alors la classe est 1. C'est ça, c'est une règle. Donc, tu vas descendre en construisant la règle. Voilà. Si je souhaite découvrir c'est quoi la règle relative à cette branche, alors, si condition 1, condition 2, condition 3, alors la classe est 0. Alors, si le glucose est inférieur ou égal à 127,1 et BMI est inférieur ou égal à 26,45 et le BMI est encore inférieur à 9,1, d'accord? Alors, la classe est 0. Donc, ce sont des règles de décision. Vous voyez? Donc, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire la racine? Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire les nœuds internes? Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire une règle de décision? Et vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire une feuille? Donc, celle-là, c'est la feuille, c'est la décision. D'accord? La première feuille, la deuxième feuille, ainsi de suite. Ce sont les décisions. Et puisque j'ai deux classes, uniquement, je vais trouver soit classe 1 ou bien 0, 0, 0, et ainsi de suite. Alors, ce sont les éléments de l'arbre décision, d'accord, comme algorithme. Alors, l'arbre de décision est un algorithme machine learning de type boîte blanche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire boîte blanche?
C'est-à-dire, la logique de prise de décision n'est pas cachée. D'accord? La logique, parce que je prends une décision selon une logique. Et ici, dans l'arbre de décision, la logique n'est pas cachée. Supposons un médecin, il a ce modèle-là devant lui. Ou bien, je vais vous donner un autre exemple. C'est-à-dire, parce que la décision, je reviens vers la décision, n'est pas cachée. N'est pas cachée. Parce que j'ai dit, les arbres de décision tree, c'est un algorithme de type boîte blanche. Pourquoi? Parce que la décision n'est pas cachée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la décision n'est pas cachée? On a dit parce que la logique de la décision, elle est là, elle est visible. Autrement dit, supposons que tu vas faire une décision, tu es médecin, relatif à cet exemple-là, tu vas faire une décision. Tu vas dire que tu es diabétique. Moi, je suis patient, je suis le numéro 4. Et toi, tu es le médecin. Tu vas me dire tu es diabétique. Je vais te dire pourquoi. Tu vas me dire parce que tu as un glucose inférieur ou égal à 27,5 et tu as le BMI inférieur à machin et tu as le glucose vraiment ne dépasse pas 158,5. C'est pour cela que tu es diabétique. Sans voir les autres d'accord, sans voir l'âge. Je ne vais pas utiliser l'âge comme caractéristique pour justifier que tu es atteint que tu es diabète. D'accord? Donc ça, c'est, je connais la logique de justification. Par contre, imaginez que vous allez réaliser un modèle qui se base sur le réseau de neurones. D'accord? Les réseaux de neurones, c'est un neural network. Ce n'est pas boîte blanche, mais boîte noire. Pourquoi boîte noire? Parce que la décision, tout simplement, c'est simple les choses à retenir. La décision est cachée. Pourquoi est cachée? Parce que la logique de la décision, tu n'as pas la logique de la décision. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Logique. Alors la logique, c'est point d'exclamation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire par la logique, parce que supposons que tu as un modèle neural network. C'est quoi un modèle neural network comme nous l'avons déjà vu? C'est quoi? C'est un ensemble de poids, W1, W2, d'accord? Et un ensemble de bytes. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? B2 et ainsi de suite. C'est ça notre modèle réseau de neurones. C'est ça. Plus, bien sûr, une chose, plus les fonctions d'activation. C'est ça notre modèle réseau de neurones. Alors, si quelqu'un, tu vas utiliser le réseau de neurones comme pour prendre la décision, est-ce qu'il est diabétique ou pas, finalement, tu vas faire l'entraînement pour fixer les poids et les bases, et tu vas déjà fixer les fonctions d'activation. Et la personne numéro 4 va te dire, mais pourquoi je suis diabète? Tu ne vas pas lui dire parce que W1 égale à 0,05 et le bias. Non, il ne va pas comprendre cette logique. Il n'y a pas donc la logique de justification de la décision. Le modèle, il fonctionne parfaitement, mais la logique c'est-à-dire la logique de justification, elle n'est pas là. On ne connaît pas pourquoi déjà W1 égale à 0,05 et pourquoi et après. D'accord? C'est pour cela dans la science, c'est-à-dire les scientifiques, il y a déjà deux branches. D'accord? Deux branches. Ça veut dire il y a deux branches. Il y a les gens qui préfèrent aller vers la justification. C'est-à-dire, moi, je vais créer un modèle, mais je dois avoir l'interprétation de résultat. Je dois pouvoir l'interpréter. Et il y a des gens qui disent comme les gens qui utilisent les réseaux de neurones, ce n'est pas la peine d'interpréter. Mais les gens ont tendance à aller ici. D'accord? C'est-à-dire, il y a le résultat, mais il faut la justification. Supposons que tu utilises un algorithme machine learning basé sur les réseaux de neurones pour
décider est-ce que tu vas donner un crédit à un client bancaire, oui ou non. C'est-à-dire tu vas avoir un modèle, tu vas injecter le client dans le modèle, il va te dire crédit, oui ou non. Supposons que tu as dit au client non, tu n'as pas le droit d'avoir un crédit, il va te dire pourquoi. En utilisant la machine learning basée sur neural network, tu n'as pas la réponse. Tu ne vas pas pouvoir dire pourquoi. Tu ne vas pas lui dire parce que W1 égale à 0,05. Non. Donc, il n'y a pas de justification. Par contre, si tu utilises un arbre de décision, certainement, tu auras les questions qui sont bien claires dans les nœuds de l'arbre. Tu vas dire parce que tu habites Casa, l'âge est inférieur à Kada, tu as le salaire supérieur, donc le nombre d'enfants égal à 5, donc tu ne vas pas avoir de crédit. Vous voyez? Par contre, les réseaux de neurones, c'est... D'accord? Donc, ici, moi, j'ai dit des petites choses. Et certainement, vous, les gens qui sont curieux, et déjà, ce genre de questions se posent dans des entretiens à gauche et à droite. Je ne sais pas, continuer les études, avoir un poste data ingénieur en machine learning, et ainsi de suite. C'est quoi la différence entre, d'accord, boîte noire, box, black box, black box, machine learning, je vais dire. Black box, machine learning, machine learning, d'accord. Black box algorithm. PS, white. Non, comment ça s'écrit white? White. C'est comme ça? White box. Certainement, what are the benefits of white box model in machine learning? D'accord? C'est l'interprétation. D'accord? C'est l'interprétation. Je vais accepter comment pour accélérer. What are the type of models which one can clearly explain how they behave, how they produce predictions and what the influencing variables are? D'accord? Finalement, mon objectif, bien sûr, il y a beaucoup de textes. D'accord? Mais l'idée centrale, elle est là. D'accord? Donc, en fait, vous pouvez, le plus important pour moi, j'avais précisé à pas mal de fois que le machine learning, c'est très large. Mais moi, j'essaie de donner des éléments pour vous permettre surtout de, une fois que vous êtes face à un document, en fait, vous pouvez le comprendre. Donc, c'est ça l'objectif. Alors, maintenant, parce que j'explique chaque phrase, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'étais en train de, qu'est-ce que ça veut dire boîte noire? Qu'est-ce que ça veut dire boîte blanche? D'accord? Donc, cette propriété, bien sûr, dans les arbres de décision et les boîtes noires, cette propriété n'existe pas pour les algorithmes de type boîte noire. Par exemple, Neural Network Algorithm. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Neural Network Algorithm, c'est un algorithme qui appartient à la catégorie des algorithmes boîte noire dont la justification n'est pas présente. Alors, la phase d'apprentissage pour les arbres de décision est plus rapide comparée à Neural Network. Donc, Neural Network, le nombre d'époques, d'accord, à définir, par exemple, 10 000, 100 000, je ne sais pas, d'accord, je vais dire 10 000 par exemple. Et supposons que notre dataset, il contient énormément d'enregistrements, par exemple, je vais dire 100 000 enregistrements, d'accord, 100 000. Alors, si je vais mettre 100 000, d'accord, 100 000. Donc, 100 000 enregistrements pour faire l'apprentissage. Et j'ai déjà 10 000, d'accord, époques, c'est-à-dire, je vais prendre ces 3 zéros, d'accord, plus ces 3 zéros, c'est-à-dire 1 million, c'est-à-dire 1000 millions, c'est-à-dire 1 milliard d'opérations. 1 milliard d'opérations, bien sûr, il faut voir quel est le nombre d'accord, si les enregistrements ce sont des images, chaque image est codée sur 256, sur 256, alors 1 milliard fois 256, donc 256 milliards d'opérations, plus le nombre attribué. Donc, il faut imaginer le nombre, c'est-à-dire c'est pour cela les machine learning basés sur neural network, pour l'apprentissage est lent. C'est pour cela on exige des machines très performantes
d'accord, pour faire le calcul ou bien pour créer les modèles. Mais une fois le modèle il est là, c'est simple. À ce moment-là, il n'y a pas de calcul. Une fois le modèle il est établi, autrement dit, le W, les bytes, d'accord, sont établis, à ce moment-là, il n'y a pas de calcul. Je peux faire l'injection de mon enregistrement et je vais recevoir la prédiction très rapidement. Pour les arbres à décision, c'est vrai, il y a des calculs, mais ce n'est pas de la même manière. On va voir déjà par la suite quels sont les calculs qui peuvent être présents dans les arbres à décision. Alors, les arbres à décision peuvent traiter des datasets larges, d'accord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de calculs avec une bonne précision, d'accord. Mais actuellement, les gens qui apprennent ou bien qui souhaitent apprendre les machine learning, toujours, malheureusement, ils relient les compétences en machine learning au réseau de neurones. C'est vrai, les réseaux de neurones sont puissants et tout, mais ne sont pas les seuls algorithmes qui existent en machine learning. Il y a aussi les arbres de décision, Bayes-Neff, KNN, et ainsi de suite. KNN, par exemple, Nearest Neighbors, ça c'est un autre algorithme pour faire la classification, par exemple, qui est très simple à implémenter, très simple à comprendre, mais elle est très utilisée dans des sites par exemple, le cas de Amazon. Il y a des parties qui sont développées pour faire la prédiction. Il y a des parties qui sont utilisées avec KNN, d'accord? Donc, si vous allez rechercher, bien sûr, vous allez dire Amazon, d'accord? Amazon, machine learning, par exemple, machine learning, KNN, d'accord? KNN. Voilà, je vais faire ça, par exemple. Nearest Neighbors, algorithm Amazon SageMaker. Amazon SageMaker is an index-based algorithm. It uses a non-parametric method for classification or regression, et ainsi de suite. D'accord? C'est-à-dire, il est simple, mais il est efficace. Donc, nous, en tant qu'ingénieurs machine learning, toujours, il faut se poser la question, quel algorithme je vais choisir? Pas automatiquement dire je vais utiliser les réseaux de neurones. Non. Il y a des algorithmes qui sont efficaces, moins chers, moins coûteux, qui vont faire l'affaire. Donc, pourquoi ne pas les utiliser? Alors, j'avance un petit peu. Donc, notre objectif, à partir du dataset diabète, d'accord, que nous l'avons déjà l'habitude de l'utiliser, créer un modèle basé sur les arbres de décision pour faire la prédiction. Donc, l'objectif, c'est de créer un algorithme, mais il y a deux étapes. C'est basé sur sklearn, ce que nous allons faire. Et from scratch, c'est difficile. Donc, c'est point d'interrogation pour faire ceci. Mais ça, c'est simple à faire. D'accord? Voilà. Est-ce que vous arrivez à suivre sans problème? Bien? Oui, parfait, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, bien sûr, on a déjà l'habitude de les étapes. Si je vais vous demander quelles sont les étapes pour réaliser un algorithme en utilisant les bibliothèques, certainement vous allez dire, premièrement, c'est data. D'accord? Comment récupérer la data? Et ça, on l'avait déjà fait pas mal de fois dans les différents algorithmes que nous avons réalisés. Ça, c'est simple. La première chose, c'est data. La deuxième chose, c'est déjà, on va utiliser les arbres de décision, ou bien decision tree algorithm, c'est-à-dire quelles sont les libraries. Quelle librairie à utiliser? 3, normalement, c'est comment créer le modèle. Je connais la librairie, je connais le nom de l'algorithme, alors comment créer? Donc, créer le modèle. Une fois le modèle est créé, alors comment faire l'apprentissage? D'accord? C'est-à-dire faire l'apprentissage, en général, se fait par le biais de fit, parce que sklearn, il utilise toujours, pour chaque algorithme, il va utiliser la fonction fit. Et fit, vous le connaissez déjà, elle reçoit deux choses. C'est-à-dire, ce sont des choses basiques, d'accord, qui contient le grand X et le Y qui contient la prédiction. Et après, avant de faire le fit, nous avons déjà dit, ou bien nous avons déjà précisé dans les bonnes pratiques, il faut diviser votre dataset en deux parties. Training dataset et test dataset. Donc, X, train,
d'accord? X-train, Y-train. Et une fois faire l'apprentissage, il faut penser à l'évaluation. Donc, ou bien passer à la prédiction. La prédiction se fait par le biais de predict. Donc, predict. Donc, ce sont les étapes classiques. Donc, ça, c'est valable pour n'importe quel algorithme. Pour SV1, pour KNN, pour naive Bayes, pour ce que vous voulez. Donc, predict quoi? Je lui passe un seul paramètre qui est, je ne sais pas, par exemple, je vais lui passer le X-test, carrément. Ça, c'est training, d'accord? Y-train, Y-train. Et ici, je vais passer X-test. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, c'est simple. Donc, ce sont les étapes que je vais en fait utiliser pour la réalisation de cette partie. Alors, comme je viens de dire, la première chose, c'est data. Voilà, import pandas as PD, d'accord? Pandas, c'est une bibliothèque, d'accord, qui permet de manipuler des fichiers CSV comme étant comment dirais-je, des classeurs, d'accord, des data frames, si vous voulez dire, des tableaux en général. Ça, c'est une fonction qui permet d'afficher l'entête de notre fichier pour juste le visualiser et comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Déjà pour découvrir quels sont les attributs, quel est l'outcome, d'accord? Et la nature des valeurs. Est-ce qu'ils sont numériques, catégoriales, et ainsi de suite, pour avoir une idée. Parce que avoir une idée sur le dataset va vous permettre de faire les bons choix, soit de paramétrage ou bien d'algorithme ou bien autre. Alors, et déjà comprendre qu'il s'agit d'un apprentissage supervisé. Pourquoi? Parce qu'il y a présence de ça. Supervisé, mais est-ce que régression ou bien classification? Donc, selon la nature de ceci, il y a deux valeurs possibles. Donc, il s'agit de la classification selon le type de target. Sinon, tu peux visualiser l'ensemble de fichiers. Alors, ça, c'est la première chose, data. La deuxième chose, donc nous allons faire features, target, diviser les data en... Je préfère ici dire training dataset et test dataset. Par la suite, modèle création, fit, learning à l'aide de fit. D'accord. Et ensuite, prédiction à l'aide de predict, évaluation. Et une fois parlé d'évaluation, nous avons déjà montré qu'est-ce que ça veut dire la matrice de confusion et qu'est-ce que ça veut dire la précision. Alors, maintenant pour les data. Déjà, ça, c'est une manière de faire. Ce n'est que Python, d'accord? Ça, ce sont des petites techniques de programmation. C'est-à-dire, j'ai besoin de ranger tous les colonnes, toutes les colonnes, les attributs dont une variable qui s'appelle de type liste. Cette variable, c'est une liste qui indique le nom des colonnes. Ensuite, bien sûr, il faut lire le dataset. D'accord? En précisant les noms des colonnes à partir de notre fichier qui s'appelle diabète CSV. La partie data, je vais avoir juste la partie data. Donc, à partir de la première ligne jusqu'à la fin, je pense, nous avons déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Virgule, toutes les colonnes. Ça, c'est notre data. Et DataHead va indiquer ça. Et ensuite, bien sûr, je dois faire les... En fait, vous voyez ici, j'ai éliminé le label dans cette partie-là. Feature calls. Ici, tous les colonnes. Ici, feature calls. Et je vais mettre toutes les features. Donc, X égale à data feature calls. C'est-à-dire qu'il va avoir le sous-ensemble. Vous voyez ici, il va avoir cette partie-là. Sans le label. Et le Y égale à data.label. C'est-à-dire le data, c'est tout ça, mais point label, il va avoir uniquement cette colonne. Voilà, ça c'est mis dans
dans Y. Maintenant, j'ai le grand X, j'ai le petit Y, mais je dois diviser en data training et data test. Je vais préciser cette manière pour train test split. Et je vais avoir les paramètres suivants qui vont me permettre d'avoir X train, X test, Y train, Y test. Alors maintenant, pour la création du modèle, j'avais dit qu'il faut connaître la librairie. Donc la librairie, normalement, toujours en se basant sur sklearn et en particulier la partie qui concerne les arbres de décision. Je vais importer quoi? Importer mon modèle ou bien ma classe qui s'appelle Decision Tree Classifier. Donc le classifieur, c'est pour faire la classification et pas pour faire la régression. Sinon, tu peux mettre import Decision Tree Regression. Alors, une fois importé la bibliothèque, bien sûr, je vais ma classe concernée, c'est ça. Donc, je vais mettre Decision Tree Classifier. C'est exactement ça. Entre parenthèses, c'est le constructeur qui va retourner mon modèle. Donc, j'ai créé le modèle, mais ce modèle-là, il a été initialisé. Qu'est-ce que je dois lui fournir par la suite? Je dois lui fournir le dataset d'entraînement, ou bien training dataset, qui est X-Train and Y-Train. Ceci, normalement, doit être passé par le biais de la méthode FIT pour faire l'apprentissage, ou bien l'entraînement. Donc, ce modèle-là va être changé pour donner lieu à ça. D'accord? Donc, jusqu'à présent, j'ai le modèle entraîné. D'accord? C'est-à-dire, derrière, il y a un modèle. Dans la mémoire, il y a un modèle qui a cette forme. D'accord? Mais pour visualiser ce modèle-là avec cette forme-là, les informaticiens, en particulier les gens en Python, ils ont fait autre effort. Par contre, le modèle, il est là. Tu peux l'utiliser pour faire la prédiction, mais tu n'es pas obligé de le visualiser. D'accord? Mais pourquoi le visualiser? Juste pour avoir plus d'idées. Mais l'algorithme, suite à ça, il y a déjà le modèle qui a été établi. Alors, maintenant, une fois le modèle est là, je peux faire la prédiction. D'accord? La prédiction, je vais faire sur la base de test. Donc, je peux le tester. Une fois tu vas faire la prédiction pour un dataset de test, donc tu peux évaluer. D'accord? Parce que ça, c'est la prédiction. Et j'ai le Y réel, ou bien le Y, le premier Y. Y-train. Non, tu as le Y-test, voilà. Il y a le Y-test. Tu as le Y-test de test. Et tu as le Y predicted. Donc, tu peux évaluer le modèle. Tu peux calculer la confusion de matrice. Donc, ces deux choses-là vont te permettre d'avoir la matrice de confusion. C'est un confusion matrix. Et sur la base de confusion matrix, tu peux calculer plusieurs paramètres tels que F1 score, d'accord? F1 score. Tu peux calculer accuracy, d'accord? Accuracy. Et un ensemble d'autres paramètres. Voilà. Alors, donc c'est ça. Donc, il faut connaître juste ça. Et ça, et tu peux avoir la matrice de confusion. C'est ça, non? C'est la même chose. Sinon, tu peux l'avoir aussi pour calculer l'accuracy. Voilà. Ceci, normalement, jusqu'à maintenant, j'ai créé mon modèle en utilisant cette instruction. Regardez, égale à Decision Tree Classifier. C'est-à-dire la même chose que celle-là. Ceci va nous permettre d'avoir un score ou bien un résultat. Et ce score ou bien c'est-à-dire je peux évaluer cette manière de faire. Donc, l'évaluer, bien sûr, par le biais de la matrice de confusion. Donc, ici, normalement, c'est trop négatif, c'est ça. Donc, 115 trop négatif. Trop positif, c'est 44. D'accord? Mais en créant le modèle et en utilisant une autre technique dans laquelle je peux préciser des paramètres,
tels que comment choisir les nœuds. D'accord? Comment on va utiliser l'entropie? Et ici, il n'y a pas uniquement l'entropie, il y a plusieurs. Parce que regardez ici, ceci, normalement, c'est par défaut. C'est quoi le critérien? Ce n'est pas entropie, c'était Gini par défaut. Donc, par défaut, le critérien, si on ne le précise pas, c'est Gini. D'accord? Max depth égale à 3 ici. Ici égale à rien. Parce qu'on ne l'a pas précisé. Alors, mais si tu vas le préciser, tu vas avoir ceci. Regardez ici, on a perdu un petit peu en efficacité. Ah non, on n'est plus efficace. Oui, c'est bien. Ça tombe bien, d'accord? Parce que, regarde ici dans le deuxième modèle, 124 de trop positif. Par contre, ici, il n'y a que 115. 54 dans trou, ici, 124 dans trou négatif. Par contre, ici, on a 115. 54 dans trou positif. Par contre, ici, on a 44. Donc, déjà, modèle 2, en ajoutant plus de précision, on peut gagner en termes de performance. D'accord? Par contre, on peut aussi choisir ça et ça. Mais pour maîtriser ça, il faut bien sûr aller très profondément dans les arbres de décision pour savoir les paramétrer. Alors, maintenant, ça c'est le modèle 1. Regardez, modèle 1 sans ajouter aucun paramètre, et surtout la profondeur, depth, la profondeur maximale égale à 3. Regardez ici. La profondeur maximale égale à 3. 1, 2, 3. D'accord? Parce qu'on l'avait précisé. Et sans le préciser, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 niveaux. 16 niveaux, mais certainement, si on n'a pas autre condition d'arrêt, on risque de ne pas s'arrêter. Donc, boucle infinie. Mais dans l'algorithme lui-même, même si vous n'allez rien spécifier, certainement, il y a des conditions dans lesquelles il va s'arrêter. Parce que pour construire un arbre de décision, c'est une approche récursive. Et si vous n'avez pas des conditions d'arrêt, et surtout, si vous avez les conditions toujours vérifiées, à ce moment-là, il va pas arrêter d'apprendre, parce que l'objectif, c'est apprendre pour fixer un modèle. Il ne va pas arrêter d'apprendre. C'est ce qu'on appelle surapprentissage. Surapprentissage. Donc, surapprentissage, c'est un autre terme. Oui? C'est un peu moins. C'est pas 16 niveaux. Comment? C'est pas 16 niveaux, c'est un peu moins. Un peu moins? Pourquoi? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Voilà, 8. 9, Voilà, 10, on doit s'arrêter à 11, 8. 12, 13. Non, ici, parce que le niveau final, c'est ça finalement. C'est quoi la profondeur d'un arbre? C'est la partie la plus profonde. La partie la plus profonde, c'est ça. Donc, la profondeur de l'arbre, il faut trouver la profondeur de cette partie-là. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il ne faut pas s'arrêter ici. Ou bien, je ne sais pas, parfois tu peux même trouver ça. Ah non, il faut trouver le max. La profondeur, c'est le max. Le max de toutes les profondeurs. Tu vois? Et le max, c'est celui-là. Donc, c'est 16. Ici, le max, dans le deuxième exemple, ici, c'est 3. D'accord? Je ne sais pas ce que tu as compris ou pas. Oui, parfait, parfait. Merci. Très bien. Alors, je vais juste mettre ma machine dans... je vais mettre le chargeur. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié le chargeur. Il est avec moi. Alors. Alors, très bien. Donc, maintenant, cette partie-là,
Pour moi, la partie réalisation de l'arbre de décision en utilisant les bibliothèques, c'est fini. D'accord? Mais euh, pour le visualiser, il y a des techniques. Donc, il faut installer déjà un outil qui s'appelle GraphViz et puis d'autres places. D'accord? Il faut faire une certaine configuration pour pouvoir avoir ces résultats-là et les visualiser. Je vais aller directement vers le code. Alors, dans le code, bien sûr, voilà, c'est la partie visualisation. Donc, déjà, tu dois importer cette bibliothèque ou bien je vais dire cette classe ou bien cette fonction. D'accord? Et bien sûr, aussi importer ça. Mais ces choses-là, je pense qu'il existait déjà avant l'installation. Donc, le plus important, c'est avoir cette possibilité. D'accord? Et aussi avoir ça. Alors, pour avoir ceci, il faut faire des installations. La première installation, il faut faire installer GraphViz et puis d'autres places. Donc, pip install. Donc, dans la partie prompt, donc tu vas avoir ça. Donc, tu peux, de toute façon, ici, c'est l'environnement général. Sinon, si tu as un environnement bien précis, tu dois l'entrer dedans. D'accord? Pour installer, d'accord, pip install. Le nom de l'application, elle s'appelle GraphViz. Alors, si tu vas faire entrer, tu vas, après, bien sûr, être connecté à Internet, bien sûr, tu vas faire l'installation qu'il faut. Et la même chose, une fois installé ça, il faut installer pi.place. D'accord? Tu vas faire les installations qu'il faut. Une fois installé, à ce moment-là, tu dois aller vers. Sinon, parfois, il faut utiliser cette instruction-là qu'on a installée. Ça dépend, sinon, utiliser ça. Alors, ensuite, pour la configuration des paths, donc il faut faire ceci. Donc, c'est une instruction Python, d'accord? Tu peux importer cette librairie et tu vas mettre os.environment, d'accord? Conda préfixe plus R, d'accord? Ça, c'est en fait, c'est un mécanisme surtout pour avoir les possibilités de double slash. D'accord? Sans R, tu vas avoir uniquement slash. Et ça va poser problème dans la lecture de votre chemin. Parce qu'il faut aller jusqu'à GraphViz, qui sera, après installation, bien sûr, qui sera installé dans le bin de librairie de Anaconda 3, pour mon cas, dans le nom de l'utilisateur, et ainsi de suite. Alors, et ensuite, tu vas faire, par exemple, ça, configurer le chemin, égal, tu vas lui ajouter le chemin, le path, bien là-bas. C'est ça finalement, ça revient presque à ça. C'est-à-dire, tu vas accéder à cet utilisateur Naji, tu vas avoir ici. Donc, tu vas faire nouvelle, d'accord? D'accord? C'est comme ça. Mais sinon, tu peux le faire directement à partir de ça. Donc, la nouvelle, c'est ça. Tu vas ajouter ce qui existe, là, le nouveau chemin. D'accord? Le nouveau chemin. Donc, ici, probablement précédé par le R. D'accord? Alors, une fois faire cette configuration, à ce moment-là, tu peux écrire le code suivant, c'est-à-dire importer les bibliothèques qu'il faut et créer un .data. C'est un objet qu'on va créer à partir de string.io. String.io, c'est cette bibliothèque. Et tu vas faire export GraphViz. Export GraphViz, c'est cette fonction-là. Cette fonction. Et tu vas lui passer en paramètre quoi? Le modèle que tu avais déjà créé. Regardez, parce que j'avais déjà modèle égal. Regardez, modèle égal, ou bien modèle égal, soit ce modèle-là ou bien celui-là. Ça, c'est le deuxième. Supposons qu'on va faire modèle 2 égal et modèle 2 égal à machin, par exemple, ici, alors tu vas faire export viz modèle 2. D'accord?
Ça, c'est un paramètre outFile égal à data. Regardez, data, c'est le résultat. Le data, c'est le résultat que je vais avoir. C'est ça que je l'avais créé, je l'avais initialisé. Mais maintenant, je vais le mettre à jour. Le mettre à jour en correspondance avec notre modèle. Bien sûr, ce sont des fields égal à true, rounded égal à true. Ça, je ne l'ai pas testé. Sincèrement, je n'ai pas testé si jamais je vais faire field égal à false. Mais moi, je suppose que tout simplement, peut-être c'est ça. Est-ce que c'est rempli ou pas? D'accord? Field, c'est ça. Et contour, c'est ça. D'accord? Donc, field égale à true et rounded égale à true. Donc, tu vas avoir un contour et tu vas avoir un remplissage, couleur de remplissage. Special characters égale à true, c'est-à-dire les caractères spéciaux. Features name. Regardez, features name, ce sont les colonnes, mes colonnes. D'accord? Mes colonnes. Features name. On l'avait déjà précisé. D'accord? Voilà. Les caractéristiques. 1, 2, 3. Non, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Voilà, c'est ça. Features name, ce sont mes colonnes qui vont construire mon arbre de décision. Alors, features name. Voilà, features name égale à les colonnes. Et class names, j'ai deux classes. 0, 1, tu peux mettre yes, no, comme tu veux. Ce sont des chaînes de caractères, comme tu le constates. Et une fois faire ceci, bien sûr, je peux créer un graphe qui se base sur quoi? En utilisant bien sûr p.place, d'accord? Point graph from .data. Tu vois, il y a une fonction qui s'appelle from .data. Et .data, je l'avais créée. Donc, tu vas la passer et get value, c'est-à-dire les valeurs. Comme si là, tu vas construire un tableau, je ne sais pas, un tableau de fichiers, de valeurs formatées, d'accord? Et tu vas le passer en paramètre à cette fonction-là qui va retourner un graphe. Et tu peux finalement faire graph.write png, machin, et tu vas créer une image, d'accord? Et elle va se créer et tu peux la visualiser. Voilà, ça c'est la partie 1. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Est-ce que vous avez compris la première partie?